bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 31e édition des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je me présente, Stéphanie Turpot, je suis l'actuelle présidente du Collège des paramédicaux de la Société française de cardio et cadre supérieur à l'hôpital d'Avignon en cardiologie. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous allons vous présenter notre session paramédicale où nous allons parler éducation thérapeutique et particulièrement des pratiques innovantes. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2020 et 21, pardon, et j'espère plein de belles choses pour tous et j'espère qu'elle sera meilleure que celle passée. Je suis accompagnée de Monique Lespès, l'ancienne présidente du collège et infirmière en cardiologie interventionnelle à l'hôpital Henri Mondor. Bonjour à tous. Nous allons présenter la première présentation. Nous allons donc accueillir Monsieur Darlis, qui est un ancien patient greffé et qui a mis tout son savoir, son passé au service des patients pour les éduquer dans le sport. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Jean-Robert Darlis et j'ai 47 ans. Je suis greffé du cœur et coach sportif. Je vous introduirai mon sujet qui est le suivant, de patient greffé cardiaque à coach sportif en ETP. Premièrement, nous allons voir comment je me suis reconstruit psychologiquement et physiquement. Cela passe par l'acceptation de soi et la reconstruction. Dans un second temps, je vous expliquerai comment je suis passé de la transplantation cardiaque à la vie de coach sportif. Pour cela, j'ai dû retravailler mon hygiène de vie, mon alimentation et mon activité physique et sportive. Mais aussi, je vous parlerai de ma reconversion en tant que coach sportif. Enfin, je conclurai ma présentation en vous donnant quelques perspectives. En août 2012, j'ai créé mon entreprise, mon activité professionnelle, la DJR Animation Sportive. C'est une entreprise de coaching personnalisé autour de l'animation sportive pour particuliers, les associations et autres structures. En mai 2015, je suis victime d'un lourd infarctus qui me conduit en août 2016 à une greffe de cœur. Pour cela, il a fallu m'assumer, accepter. J'ai dû prendre conscience que plus rien ne sera comme avant. En effet, j'ai dû oublier une partie de mon passé, notamment celui de sportif, et vivre, bien sûr, au présent. Pour ce premier point, j'ai dû prioriser, tout en respectant tout à chacun, mes proches, mes amis et les personnes qui m'entouraient. Pour admettre ma nouvelle condition de vie, j'ai compris qu'il fallait que je crée mon propre rythme de vie, et qu'il ne fallait pas que je reproduise la cadence de mon ancienne vie, qui pour moi, actuellement, est beaucoup trop rapide. J'ai fait des sacrifices personnels pour ma santé et pour mon bien-être. Pour m'assumer d'accepter ma nouvelle condition de vie, j'ai priorisé ma personne, ma vie sociale, ensuite ma vie professionnelle et en dernier lieu, ma vie sentimentale. Reconstruire. Il a fallu reconstruire. Tout dès le début. Seule, une nouvelle vie sociale aurait été difficile. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment été très bien entouré par ma famille. Grâce à mes proches, j'ai pu me rétablir. Dans un second temps, j'ai eu le besoin de vouloir créer une association afin de communiquer sur la greffe et les patients greffés. En discutant avec l'un des cardiologues du centre de réadaptation cardiaque de Corentin-Selton, il m'a communiqué et m'a permis d'avoir les coordonnées de l'association Cardiogreffe Île-de-France, dans laquelle Madame Claire Macabio, présidente à ce moment-là, et Monsieur Henri Ferrat, vice-président, m'y ont accueilli. Depuis, j'y ai participé, je me suis investi et proposé des idées en tant qu'adhérent. Puis aujourd'hui, je suis le vice-président de cette association. Ma nouvelle orientation est aussi sportive et professionnelle. Dans le cadre de ma nouvelle orientation professionnelle et sportive, j'ai repris progressivement mes cours de coaching
personnalisés, tout en les réadaptant, bien sûr, à ma pathologie. Donc, je me suis réorienté vers les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète. Les activités que je propose sont la marche, le pilate, le yoga et le stretching. Ma nouvelle orientation contribue à ma reconstruction et à mon épanouissement psychologique et physique. Pour cela, il a fallu une nouvelle réorganisation. Et ma réorganisation tourne autour de mon équilibre mental, physique, professionnel et alimentaire. Je favorise mon bien-être pour le transmettre. Pour les programmes sportifs adaptés et ciblés, me permettant de me réorganiser en ciblant mon axe de travail par des séances de coaching personnalisé pour les publics spécifiques, en prenant conscience du besoin social et d'accompagnement sportif pour chacun d'entre eux. Mon public est varié, greffé, en attente de greffe, en surpoids, obèse, revenant de blessures ou d'une hospitalisation. Mon objectif premier est de rendre durable et de faire connaître ma ligne de conduite, c'est-à-dire celle de l'accompagnement sportif pour chacun, dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et du diabète, mais aussi du stress et de la sédentarité. Mon second objectif est d'être un véritable spécialiste de l'accompagnement sport-santé, mais également de me former sur le sport, l'alimentation et la santé. Concernant l'alimentation, aujourd'hui, je passe un CAP cuisine, équilibre alimentaire, justement pour enrichir justement ces connaissances et surtout sur l'accompagnement de mes patients ou de mes clients, pardon. Mon projet actuel est de créer une structure d'accompagnement sport-santé. C'est un projet qui aujourd'hui est en cours avec différentes recherches de mécènes et différentes recherches de partenaires, qui soient de la santé, qui soient du sport, mais aussi de l'alimentation. Pour conclure, bien sûr, 3 axes principaux. Le premier, c'est de persévérer. Il faut persévérer, c'est-à-dire qu'il faut toujours être en quête de vouloir tendre la main et de vouloir aider. Il faut donc garder l'objectif d'être présent pour toute personne qui le souhaite. Le second axe est d'évoluer la vie. L'évolution de la vie change à tout instant. Il faut s'adapter. Elle n'est pas de tout repos. Je dois alors garder une certaine rigueur d'hygiène de vie tout en m'ajustant à elle. Et bien sûr, en troisième lieu, c'est l'accompagnement. Étant moi-même accompagné, entouré par des professionnels de santé, sportifs et alimentaires, accompagner est ma mission essentielle, personnelle et sportive. Je vous remercie tous pour votre attention et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Donc, Monsieur Darlis, on a vu qu'en fait, si on voulait y arriver, on pouvait le faire. Vous l'avez démontré dans votre présentation. Vous avez quand même eu une énorme implication dans ce travail. Ce qui vous a caractérisé, effectivement, c'est la persévérance, l'évolution et l'adaptabilité. Vraiment, vous avez fait preuve de plein de courage, d'accompagnement aussi pour les patients. Moi, j'ai une question quand même pour vous. Le fait d'être passé par cette expérience, enfin, par être greffé, est-ce que ça a une meilleure écoute vis-à-vis des patients dont vous vous occupez, des clients, puisque vous avez parlé de clients? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors, pour répondre à votre question, oui, les gens sont beaucoup plus attentifs justement dans un premier temps à ma pathologie, mais aussi à la ligne de conduite que je veux leur faire, que je leur mène en fait. Et aujourd'hui, les patients que j'encadre, comme je l'ai dit dans mon exposé, j'encadre beaucoup de patients greffés, de patients en attente de greffe, des patients qui reviennent d'accidents, des patients qui sont obèses et en surpoids. Aujourd'hui, on est dans une société qui, aujourd'hui, a besoin justement d'accompagnement. J'accompagne ces personnes d'une manière à ce que, psychologiquement et physiquement, avant tout,
ils puissent atteindre les différents objectifs qu'ils mettent en place et qui veulent se mettre en place. Voilà. D'après vous, justement, toute votre expérience personnelle apporte quel type de plus-value et quel message fort arrivez-vous à faire passer aux patients grâce à ça? En fait, le fait d'être greffé et le fait d'être dans une pathologie permet justement aux patients de se dire que tout est possible en fait. Tout est possible puisque d'un côté, j'ai vu le pire et d'un autre côté, par ma persévérance, j'ai su rebondir. Donc, lorsque je suis avec des personnes qui sont dans une pathologie cardiaque, ils ont l'espoir de la greffe et que cette greffe de cœur puisse leur faire aboutir à une reconversion physique et psychologique. Beaucoup de patients que nous rencontrons avec l'association Cardiogreffe, dont je suis le vice-président, et que nous rencontrons à la Salpêtrière ou même à Pompidou, beaucoup de patients sont défaitistes juste avant la greffe. Après nos passages et après les différentes conversations, certains patients me contactent justement pour avoir des programmes sportifs car ils sont livrés à eux-mêmes après la réadaptation cardiaque. Donc, cette sécession, parce que ce sont des sessions que j'organise aussi, leur permettent de retrouver confiance en eux et surtout de retrouver une activité physique et sportive et une alimentation saine. Merci beaucoup, Monsieur Darlis, pour ce témoignage très fort. Nous allons passer à la présentation suivante et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Patricia Atta, qui est kinésithérapeute en service de réadaptation cardiaque à l'hôpital privé Jacques Cartier, ça se situe en Île-de-France, qui a fait donc une présentation complètement innovante sur le principe de l'escape game que nous avons hâte de découvrir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Patricia, je suis kiné en réadaptation cardiaque à l'hôpital Jacques Cartier à Massy dans l'Essonne et je vais vous présenter un atelier que nous proposons à nos patients. Il s'agit d'un escape game. Un escape game, c'est un jeu d'évasion qui consiste à s'échapper d'une pièce en moins d'1 heure et ça se pratique en équipe. Nous avons eu l'idée de construire ce jeu autour de l'éducation thérapeutique pour aider le patient à acquérir ou maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux la vie avec sa maladie chronique. Alors, comment se déroule cet atelier ? Eh bien, nous choisissons un groupe de 4 à 6 patients en fin de cycle de réadaptation cardiaque. Donc, ils ont eu les informations nécessaires pour réussir cet atelier. Le jeu se déroule dans notre salle de conférence et il y a toujours un soignant dans la pièce, soit une infirmière, soit une kiné. Donc, nous sommes enfermés dans la salle avec eux et il y a une succession d'énigmes à résoudre pour retrouver la clé permettant de sortir de la pièce. Vous allez voir que cet atelier est aussi bien intellectuel que physique, car nous leur demandons à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui pédale, soit la même personne, soit il se relaie. Après leur avoir donné les instructions du jeu, on leur donne leur premier indice. Donc, on leur dit « Vous êtes ici pour lui, qui suis-je » Et ils doivent penser au cœur et trouver une clé dans la maquette du cœur qu'ils connaissent déjà, puisque les infirmières et les cardiologues l'utilisent pour leur parler de l'anatomie du cœur. Cette clé sert à ouvrir une boîte où nous avons mis une photo d'un homme en arrêt cardio-respiratoire et nous avons noté sur la feuille « Conduite à tenir ». Nous avons caché 3 indices, un sous le téléphone pour appeler le 15, un sous le mannequin pour le massage cardiaque et un dans le défibrillateur. Les 3 indices cachés sous les 3 gestes qui sauvent amènent à une boîte où on a mis une question sur l'alimentation. Ils doivent trouver le LDL. À l'aide d'un tableau de correspondance, le LDL donne un code pour ouvrir un cadenas à chiffres qui cache une nouvelle énigme. Le nouveau sujet, cette fois, le thème c'est sur l'activité physique et ils doivent penser à la fréquence cardiaque d'entraînement qui correspond à un nouveau code qui ouvre une nouvelle boîte. Le nouveau sujet, cette fois-ci, c'est sur les médicaments. Donc, nous avons mis dans la boîte plein de boîtes de médicaments et ils doivent trouver l'intrus. C'est l'anti-inflammatoire.
Et dans la boîte de Nurofen, nous avons mis un papier où il y a noté « Trouver les 7 facteurs de risque modifiables ». Nous avons caché des morceaux de l'ultime énigme dans une boîte de beurre pour le cholestérol, sous l'ordinateur pour la sédentarité. Le tabac, l'indice est dans un paquet de cigarettes, sous le tensiomètre pour l'hypertension artérielle, dans une boîte de truffes au chocolat pour le diabète, sur l'écran avec une personne énervée pour le stress et sous la balance pour le surpoids. Quand ils réunissent tous les indices comme un puzzle, ils peuvent lire « Je diminue le taux de LDL. Je peux être fait en musique. Je fais maigrir. Je diminue la fréquence cardiaque. 30 minutes tous les jours. J'augmente le HDL. Je diminue la tension artérielle. » Et donc, ils doivent trouver l'activité physique. Et en fait, ce qui représente l'activité physique dans la salle, c'est le pédalier. Et la clé se trouve dessous. Alors, le retour des patients. Nos patients trouvent cet atelier plutôt ludique, dynamique et moins scolaire. Ils le vivent comme un temps de détente et nous aussi, nous les soignants, nous avons plaisir à coordonner ce moment. Souvent, ils ont des interrogations qui nous permettent d'approfondir leurs connaissances et à la fin, nous leur demandons s'il y a des choses que l'on peut améliorer. Alors, pour que ma présentation soit plus concrète pour vous, nous avons fait une vidéo avec Ambre, une de nos infirmières, et Marion et Camille, nos stagiaires kinés, que nous remercions au passage. C'est là que tout commence. Je suis là pour lui. Qui suis-je? Donc c'est le calvaire. La clé. Hop. Conduite, tenir, 3 gestes. Ok. Donc, on a appelé le 15. Appeler le 15. Massage. Et défibrillateur. Donc ça fait. On a du coup biscotte. Donc je vais chercher des biscottes. Hop. Ok, la peau. Mauvais chips, charcuterie, McDo, moins d'un gramme par litre. Je suis le glucostérol, le LDL. Donc LDL, donc là je prends LDL, ça fait 0,50. Tous les médicaments. Il y en a un qu'ils ne peuvent pas prendre, c'est le Nurofen, anti-inflammatoire. Je m'entraîne au bon rythme grâce à la fréquence cardiaque d'entraînement, FCE. Donc c'est 129. Ok. Ici. On a le facteur de risque modifiable. Ok, donc il faut trouver les 7 facteurs de risque. Donc là, il y a diabète, tabac, le cholestérol, l'hypertension artérielle, donc sous tensiomètre, la sédentarité, le stress et le surpoids. On va faire le puzzle. Donc je diminue le taux de LDL, je peux être en musique, je fais maigrir, je diminue la fréquence cardiaque, 30 minutes tous les jours, j'augmente le taux de HDL, je diminue la tension artérielle. Donc activité physique, donc tu fais de l'activité physique, donc tu peux arrêter. Et la clé, elle est cachée en dessous.
Merci beaucoup, Madame Atta, pour cet exposé et puis surtout pour cette grande découverte complètement innovante. C'est vrai que habitué les programmes d'éducation thérapeutique, c'est rare de voir un projet aussi original. Je voulais savoir comment vous est venue cette idée à vous et votre équipe. Alors en fait, entre collègues, à l'époque où on pouvait sortir, on faisait des escape games et on s'amusait bien. Et puis on s'est dit, pourquoi on ne proposerait pas à nos patients, on va introduire de l'éducation thérapeutique en faisant un escape game. Voilà, c'est surtout ma collègue Sylvie qui a eu l'idée. Et puis après, chacune d'entre nous, on a grappillé des petites idées autour. Et les patients, comment ils ont adhéré à ce projet? Vous avez montré un peu leur satisfaction, mais au début, ça a dû un peu les surprendre. Vous avez eu des adhésions faciles, des retours? Alors en fait, on choisit nos patients. Donc on choisit 4 à 6 patients. On sait qui on doit mettre dans l'escape game. Ceux qui sont dynamiques. Quoique parfois, on a mis des personnes qu'on pensait qu'ils n'allaient pas du tout adhérer et en fait, ça leur a plu. C'était quoi la question déjà? Leur adhésion à ce jeu complètement nouveau, c'est vrai que ça sort un peu des sentiers battus. Bah oui, mais justement, ça leur change. C'est beaucoup moins scolaire en fait. Donc, non, ils adhèrent complètement. Et ils arrivent facilement à retransmettre les connaissances qu'ils ont pu avoir tout au long du programme? Les compétences on les aide. Qui sont acquises? Oui, on les aide et ça nous permet aussi, nous, de nous remettre en question quand c'est pas complètement acquis, on retravaille dessus. Par exemple, les facteurs de risque, quand ils ont du mal à trouver, donc on les guide vraiment et puis après, à la fin, on revoit tout avec eux. Donc, ça nous aide aussi, c'est des doubles travail. Est-ce que vous avez plusieurs modèles ou c'est le seul modèle que vous avez présenté qui existe? Non, c'est le seul qu'on a fait pour le moment. Donc en fait, ils peuvent le faire qu'une seule fois ou ils sont demandeurs pour le refaire? Non, ils le font qu'une seule fois et on leur demande de pas donner les réponses au groupe d'après. D'accord. Par contre, on a eu une autre idée, là à Noël par exemple. Donc, on a créé un calendrier de l'Avent et tous les jours, il y avait une question sur l'éducation thérapeutique. Génial. Et à la fin, il y avait une boîte avec un code et donc ils ont dû additionner et il y avait des petits cadeaux. Merci beaucoup pour tout ça parce que ça nous donne plein d'idées. Merci à vous, merci d'avoir aussi adhéré. Et donc, nous allons donc maintenant accueillir Monsieur Christophe Laure, infirmier à l'hôpital de Chartres, qui va nous parler de la télésurveillance comme outil éducatif au service des patients. Bonjour à toutes et à tous, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et ce en quoi cette télésurveillance est un outil éducatif à part entière au service des patients. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt dans le cadre de cette présentation. Alors qu'est-ce que la télésurveillance? Il faut savoir que la télésurveillance a été boostée par l'expérimentation du programme ETAP qui a défini la télésurveillance comme un acte de télémédecine qui est une interprétation à distance de données nécessaires au suivi médical d'un patient et le cas échéant qui va permettre de prendre des décisions relatives à la prise en charge du patient à partir de ces données à distance. Voilà, l'objectif, c'est de cibler les patients à risque d'hospitalisation par une prise en charge précoce du patient, parvenir à stabiliser la maladie chronique qui est l'insuffisance cardiaque et ainsi améliorer la qualité de vie des patients. Voilà, donc ce sont des objectifs, vous voyez, qui sont communs à l'éducation thérapeutique. Qui peut bénéficier de la télésurveillance? Eh bien, les patients qui ont présenté des poussées d'insuffisance cardiaque, hospitalisés depuis moins de 30 jours ou bien depuis moins d'1 an s'ils associent une NYHA supérieure à 2 et une NT-proBNP supérieure à 1000, pris en charge à 100% et qui ne présentent pas de critères d'exclusion ou qui ne refusent pas de participer à ce programme. Quels sont les prérequis de la télésurveillance? Donc, il faut utiliser une solution technique de télésurveillance qui est reconnue dans le cadre du programme ETAP, qui va permettre
une prise de poids quotidienne des patients et d'associer à cela des algorithmes pour générer au quotidien des alertes. Il faut associer à cette solution technique un accompagnement thérapeutique, au minimum 3 séances en présentiel ou en distanciel au cours des 6 mois de suivi du patient, et ça sera complémentaire à l'éducation thérapeutique habituelle que l'on connaît. Alors, nous, à Chartres, on travaille avec Chronicare Connect qui permet d'envoyer au patient une balance connectée. Le patient répondra sur sa balance à des symptômes et prendra son poids grâce à une balance connectée, ce qui va générer chaque jour des alertes. Ces alertes vont être filtrées par Chronicare Connect et à notre niveau, on recevra des alertes significatives. Nous, on a mis en place 2 infirmières d'éducation qui vont générer ces alertes tous les jours et prendre contact avec le médecin télésurveillant ou bien le cardiologue traitant pour apporter des réponses adaptées au patient et contacter le patient en fonction des différentes alertes et gérer tout cela à distance. Ces mêmes infirmières d'éducation vont effectuer des accompagnements thérapeutiques par téléphone tous les 2 mois. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement thérapeutique dans le cadre de la télésurveillance? L'accompagnement thérapeutique a pour but d'impliquer le patient dans sa prise en charge. Il devient vraiment acteur tous les jours de sa prise en charge. Ainsi, on va favoriser le développement de ses connaissances sur sa pathologie, la gestion de sa pathologie au quotidien, et cela va permettre aussi au patient d'adopter plus facilement les réactions appropriées à ses besoins en fonction de sa pathologie. Alors, encore une fois, des objectifs qui sont bien communs à l'éducation thérapeutique. Il va falloir, dans le cadre de cet accompagnement thérapeutique, mettre en place des séances qui sont structurées, avec un diagnostic éducatif qui va être posé et qui va être réévalué à chaque séance d'accompagnement thérapeutique et mise à jour. On va former au quotidien les patients sur leur pathologie, on va respecter les recommandations de la Société française de cardiologie pour cela, et on va proposer des objectifs qui soient simples, atteignables, individualisés aux patients. Il faut que ce soit des professionnels de santé formés, comme je vous ai dit. Nous, on a des infirmières d'éducation, hein, donc soit elles ont une formation initiale à l'éducation thérapeutique de 40 heures, ou bien un DU d'éducation thérapeutique qui est reconnu pour l'accompagnement thérapeutique. Alors, nous, à Chartres, on a un questionnaire d'accompagnement thérapeutique qui est directement inclus dans le dossier patient informatisé du patient, qui va permettre d'avoir un support aux infirmières d'éducation pour mener à bien leur accompagnement. Et donc, au fur et à mesure qu'elles vont s'entretenir avec le patient, elles vont évaluer les connaissances sur sa maladie, sur son traitement, au niveau diététique, au niveau de son activité physique, et ainsi pouvoir réajuster le diagnostic éducatif du patient, éventuellement lui proposer des rendez-vous avec des professionnels de santé si c'est nécessaire, et aussi effectuer un questionnaire de satisfaction tous les 6 mois pour voir si le programme de télésurveillance lui permet d'avancer dans sa prise en charge. Donc la télésurveillance est un nouvel outil d'éducation thérapeutique parce qu'elle va permettre de répondre à des limites que présente l'accompagnement thérapeutique, l'éducation thérapeutique en présentiel, qui parfois est limitée dans le temps, ne permet pas de réévaluer l'éducation des patients à distance, que les travails en groupe dans l'éducation ne permettent pas forcément aux patients de se concentrer correctement, qu'on a peu de marge pour s'adapter à la situation de chaque patient, et que l'éloignement géographique ne permet pas forcément aux patients de pouvoir venir sur nos structures pour assister à ces ateliers et qui ne sont pas forcément disponibles pour cela, et aussi répondre à des manques de moyens qu'on peut avoir en termes de locaux, en termes de moyens humains pour mettre en place ces ateliers d'éducation thérapeutique. Et donc, l'accompagnement thérapeutique à distance avec la télésurveillance, elle nous présente certains avantages qui vont permettre de personnaliser davantage l'éducation des patients, d'autonomiser les patients, ils vont être davantage impliqués puisque quotidiennement, on va leur demander d'avoir des actions par rapport à leur prise en charge, on va avoir des suivis plus adaptés, on va s'adapter à leurs demandes et on va évaluer de façon très régulière leur éducation. On va notamment, grâce à cette télésurveillance à distance, démocratiser l'accès à l'éducation puisqu'on va diminuer l'inégalité territoriale, diminuer les inégalités sociales pour que ces patients puissent accéder à l'éducation. Et on va aussi permettre plus de continuité des soins puisque à distance, cette télésurveillance à distance va être plus souple pour nous adapter. On ne va pas avoir besoin de locaux comme pour des ateliers sur nos établissements. Vous l'avez pu vous en rendre compte notamment avec la crise sanitaire, avec la restriction d'accès aux établissements, c'était compliqué. Donc là, on a pu avoir une certaine continuité des soins grâce à cette télésurveillance à distance. Et c'est pour nous aussi un bon moyen pour coordonner les soins puisqu'on va partager l'information grâce à des logiciels qui vont être interfaçables. On va appliquer systématiquement une équipe pluridisciplinaire, favoriser ainsi le lien vie-hôpital
et ajuster plus facilement le parcours de soins aux patients. Donc, tout ça nous permet de dire que la télésurveillance aujourd'hui, grâce à l'accompagnement thérapeutique notamment, nous permet d'apporter davantage d'éducation aux patients. Alors, juste une petite réflexion sur l'avenir, parce que on voit que la télésurveillance aujourd'hui, elle est inclue notamment dans le protocole de coopération d'assurance cardiaque qui a été validé récemment. Donc, on voit son importance. On peut se poser des questions sur qu'est-ce que ça va devenir, puisque le programme ETAP se termine à la fin de l'année 2021. Donc, comment cela va passer en droit commun? Quel va être l'impact de ce passage en droit commun s'il y a dans la prise en charge de nos patients insuffisants cardiaques? Et donc, on peut aussi imaginer que la télésurveillance, en plus de devenir un outil incontournable pour l'éducation, va aussi devenir un outil de coordination à part entière du parcours de soins patients, ce qui est souhaité notamment dans le cadre de Ma Santé 2022. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Christophe, pour cette excellente présentation. Donc, on voit bien que la télésurveillance est un outil de coordination à distance et d'éducation thérapeutique. Hein, tu l'as bien démontré. Par contre, moi, j'ai une petite question. Voit-on une évolution rapide de leur adhésion à ces patients? Oui, alors on peut constater une bonne adhésion des patients parce qu'on a un contact très privilégié avec eux qui revient très rapidement. Hein, parce que même s'il n'y a pas de génération d'alerte, on les contacte tous les 2 mois. Donc, ça leur permet d'avoir quelqu'un de très référent. Au niveau de l'évolution de leur état de santé, on voit que c'est des patients quand même plus stables. On va avoir des patients qui vont moins récidiver. Après, aller jusqu'à dire qu'on va diminuer vraiment le taux d'hospitalisation, aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater rapidement, c'est qu'on a des patients qui sont souvent hospitalisés, qui sont moins graves, qui connaissent mieux leur pathologie, qui vont nous appeler plus tôt. Et lorsqu'on va les hospitaliser, si on n'a pas le choix, souvent ça va être des hospitalisations plus courtes parce qu'ils ne vont pas passer par les urgences et ils vont rentrer beaucoup plus facilement à leur domicile, notamment grâce à la télésurveillance et à l'éducation à distance qu'on fait avec ces patients. D'accord. Est-ce que l'outil informatique peut-il être une barrière pour certains patients? Oui, on a pu constater parfois que c'est un peu compliqué. Hein. On a des patients âgés. Il faut savoir que la moyenne d'âge des patients qu'on suit aujourd'hui, elle est à peu près entre 75 à 80 ans. Donc, on a certains patients qui ne maîtrisent pas l'outil informatique ou qui n'ont pas de connexion Internet. Et forcément, là, ça va être des limites pour la télésurveillance. Par contre, on a souvent pu quand même installer cette prise en charge grâce à l'intervention notamment de l'équipe de télésurveillance chronique avec qui on travaille, l'intervention des aidants, de la famille. On peut aller aussi collaborer avec l'infirmière libérale et des fois, ça nous a permis quand même de pouvoir faire bénéficier de la télésurveillance à certains patients qui pensaient ne pas pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on a un taux d'échec qui est quand même inférieur à 10%, donc ce qui est pas mal. Est-ce que tu as pu évaluer le taux de réhospitalisation évité, le nombre de patients qui, grâce à la télésurveillance, n'ont pas été hospitalisés, au moins dans votre file active? Alors, on a voulu faire un travail là-dessus, on est en train d'en faire un parce que là, il faut savoir que l'expérimentation se termine à la fin de l'année et donc c'est important. Hein, dans le cahier des charges, on parle d'une diminution des hospitalisations de 20%, hein, ce qui est beaucoup. Et aujourd'hui, c'est trop tôt. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est très difficile à évaluer. En tout cas, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on va prendre les patients en charge beaucoup plus rapidement et des fois, on va mettre en place des consultations anticipées et donc, à partir de là, on va pouvoir ajuster leur traitement et répondre rapidement et ainsi éviter une hospitalisation. Donc, moi, je suis assez persuadé de la diminution de l'hospitalisation, mais d'ici à vous donner un chiffre, c'est encore un peu tôt. Je pense que d'ici quelques mois, on devrait être capable. Merci beaucoup, Christophe, pour ton enthousiasme et puis pour cette présentation. Et on voit toute l'importance de continuer à développer la télésurveillance dans nos centres. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Monsieur Wilfried Lebon, qui est cuisinier au Centre de soins de suite et de réadaptation à Bois-Gibert, qui va nous faire une présentation, j'espère, culinaire. Bonjour, je suis Wilfried Lebon, cuisinier au Centre de soins de suite et de réadaptation cardiovasculaire Bois-Gibert depuis 10 ans. Je cuisine pour les patients et le personnel et j'anime les ateliers de cuisine que je vais vous présenter. Le Centre Bois-Gibert, situé en Indre-et-Loire, est un centre dédié aux soins de suite et à la réadaptation cardiovasculaire. Les patients sont accueillis soit en hospitalisation de jour, soit en hospitalisation complète pendant plusieurs semaines. Ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée de cardiologues, kinés, diététiciennes, tabacologues, psychologues et bien d'autres comme les cuisiniers. Au déjeuner, pour les repas du personnel,
les hospitalisations de jour et les hospitalisations complètes, nous produisons jusqu'à 180 repas présentés à l'assiette, servis à table en salle à manger par des serveurs, comme au restaurant. Pour le dîner, nous servons une centaine de repas. Tous les mois, des repas à thème sont proposés aux patients pour montrer que même avec leur pathologie, ils peuvent varier les plaisirs gustatifs. Les patients peuvent également inviter jusqu'à 4 personnes à la fois. Parmi les activités en lien avec la cuisine, plusieurs ateliers de cuisine sont proposés aux patients. Ils peuvent participer à l'atelier de cuisine thérapeutique, de cuisine démonstratif et à l'atelier d'éveil sensoriel. Les ateliers de cuisine thérapeutique ont lieu dans une cuisine pédagogique équipée de plusieurs plans de travail avec table de cuisson. Cet atelier doit permettre aux patients à cuisiner sans matière grasse, sans sel d'ajout, sans sucre, tout en conservant et privilégiant les saveurs des aliments et en soignant la présentation de l'assiette. En détaillant les différentes étapes de la recette, le cuisinier montre le déroulement de la préparation. Ensuite, le patient met en pratique les différentes recettes pour élaborer son repas de l'entrée au dessert. Les ateliers de cuisine pratique ont plusieurs intérêts thérapeutiques, notamment sur le plan nutritionnel et sur le plan relationnel. Sur le plan nutritionnel, l'atelier de cuisine permet d'acquérir des notions sur les besoins nutritionnels et prendre conscience de l'intérêt de cuisiner plus sainement tout en gardant la notion de plaisir. Le but est d'expliquer que l'on peut se nourrir sainement tout en se faisant plaisir. Sur le plan relationnel, l'atelier incite au partage, à la collaboration, à l'échange tout au long de l'activité. Les patients sont ensuite conviés à déguster leur préparation lors d'un repas en compagnie du cuisinier. Accroître les connaissances des patients en leur donnant des astuces, des conseils, des techniques culinaires sont de vrais points forts pour leur faciliter le retour à domicile. De plus, l'atelier se déroule dans un environnement convivial, propice au partage et les patients apprécient. L'atelier de cuisine démonstratif est dispensé par un cuisinier dans une cuisine pédagogique autour d'un fourneau principal. La démonstration se conclut par la dégustation des préparations. Par la démonstration, cet atelier permet de susciter l'intérêt pour la cuisine, mais aussi une adhésion thérapeutique pour que le patient puisse cuisiner plus sainement lors de son retour au domicile. Plusieurs techniques de cuisson saines sont présentées. On montre comment faire différents assaisonnements, tels que les vinaigrettes, les fonds de sauce. On cuisine aussi avec les épices qui sont un vrai atout pour apporter du goût aux préparations. La démonstration a plusieurs intérêts thérapeutiques, notamment sur le plan nutritionnel et relationnel. Sur le plan nutritionnel, l'atelier permet de faire connaître les différentes matières grasses, leur utilisation et l'impact sur la santé. Sur le plan relationnel, l'atelier incite au partage, à la collaboration, à l'échange tout au long de l'activité. En regardant le cuisinier faire et expliquer, le patient prend conscience qu'une cuisine saine est accessible. L'interactivité et le partage sont très appréciés. Avec l'atelier sensoriel, le patient doit apprécier les qualités sensorielles en reconnaissant les saveurs sucrées, salées, acides et amères et mettre en évidence la participation des 5 sens dans la dégustation. Sur le plan nutritionnel, c'est autant de sensations à redécouvrir afin d'apprécier davantage les saveurs de dégustation des plats. Il est important que le patient prenne conscience des caractères organoleptiques de ce qu'il mange en favorisant les plats cuisinés maison plutôt qu'industriels. Une analyse sensorielle en 2 temps permet de développer les sens. Plusieurs dilutions sont proposées autour des 4 saveurs. Ensuite, pour éveiller les 5 sens et repérer les saveurs, une baguette parisienne et un pain parisien sont dégustés. Les patients sont agréablement surpris. Cette activité ludique et conviviale favorise la participation des patients et permet une approche des aliments pour les apprécier davantage par le plaisir des sens. Les ateliers de cuisine sont donc nécessaires pour que le patient soit acteur de son alimentation et de sa santé. Avant de vous laisser visionner la vidéo qui suit, je vous remercie de votre attention. Sébastien, chef de cuisine de Bois-Gibert. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une technique de cuisson sans matière grasse. On va faire un faux filet de bœuf, sauce marchand de vin. Et puis on va faire une petite démonstration d'un fond de sauce.
dernière petite recette qui nous a mis l'eau à la bouche. Je voulais savoir quelle collaboration vous avez avec la diététicienne, j'imagine, du centre sur la construction de ces ateliers. Alors, on n'a pas de, on est libre de faire ce que l'on veut, du moment qu'on respecte les consignes des diététiciennes en faisant des cuissons sans matière grasse, des cuissons sans sel et des cuissons sans sucre. Mais après, on est libre vraiment de faire ce que l'on veut. Et après, le but, c'est de montrer la cuisson d'une viande à nos résidents, donc une cuisson de viande sans matière grasse, hein, et puis après, à fabriquer un fond de sauce pour éviter d'utiliser les fonds de sauce qu'on retrouve dans le commerce. Donc, les gens se retrouvent avec des fonds de sauce naturels et faits maison. Est-ce que vous voyez de grands changements d'habitude chez vos patients à la fin, après ces ateliers? Vous êtes amenés à les revoir et est-ce que vous savez si ils ont complètement changé leur hygiène de vie de ce point de vue-là, par exemple sur l'utilisation des épices? Oui, alors après, oui, ils ont changé, pas tout, mais une grande partie va rester dans leur changement. Ils vont plus utiliser les épices, ils vont faire vraiment attention à ne plus utiliser des graisses, des mauvaises graisses, hein, plutôt les rajouter après. Et puis après, voilà, quoi, ils font attention dans l'ensemble. Et comme on leur donne on leur vend un fichier recette, ils peuvent suivre ce fichier recette. Ils peuvent revenir participer à cet atelier? Ou c'est un atelier par groupe? Alors, ils ont 3 ateliers lors de leur séjour. Et après, si on n'a pas beaucoup de monde, ils peuvent reparticiper à un atelier. Mais en général, quand ils en ont vu un, déjà, c'est bien. Vous arrivez à avoir combien de participants dans chaque atelier? On peut aller jusqu'à 12 participants. Et est-ce que vous avez été formé à l'éducation thérapeutique ou c'est sur vos compétences de cuisinier seulement que vous intervenez? Oui, que sur nos compétences de cuisinier. Alors moi, je fais que de la cuisine gastronomique. Et en fait, on s'est adapté à cette cuisine. Et le challenge, il est très bien parce que d'une cuisine très grasse, on essaie de reproduire les choses sans gras et sans sel et sans sucre. Et c'est vraiment intéressant. Se donner des défis d'une recette en l'adaptant, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Très belle journée. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir suivi cette session paramédicale et nous remercions surtout tous nos intervenants qui nous ont fait des présentations assez innovantes pour certains, surprenantes, avec des recettes, vous verrez, essayez, je pense que ça vaut le coup. Gastronomique ne veut pas forcément dire gras, donc je pense qu'on peut faire des plats diététiques tout en étant gastronomique. Nous espérons que cela vous aura plu, que ce sera à renouveler si on peut. Et puis, je laisse la parole à Madame Turcot, notre présidente. Merci à tous. Je tenais aussi à remercier tout le bureau du Collège des paramédicaux qui nous ont aidés à construire cette session. On en avait prévu bien plus, mais on vous donne rendez-vous en 2022 pour les découvrir avec nous. Et je tenais à vous dire que nous avons besoin de vous à nos côtés. Donc, n'hésitez pas à adhérer à la Société française de cardiologie et rejoindre le groupe des paramèdes. On a besoin de vos idées, de vos innovations, de vos propositions. On est là à votre écoute, on est là pour vous représenter, mais surtout pour collaborer avec vous. On espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous sur cette session et on vous donne rendez-vous en 2022 pour plein d'autres choses et de belles surprises.